Bonsoir à toutes et à tous d'Eurechef. Merci d'être restés là après cette ouverture officielle de la semaine à l'école de l'Anthropocène. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir trois personnes, trois collègues, trois spécialistes et scientifiques d'une question tout à fait fondamentale, puisque nous allons réfléchir à la Terre en tant qu'elle est habitable ou pas. Donc, qu'est-ce qu'une Terre habitable ? C'est une conversation que nous allons avoir avec Isabelle Daniel, qui est ici, juste à mes côtés. Bonsoir. Qui est géologue, minéralogiste, qui est professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1 et qui dirige l'Observatoire de Lyon, qui viendra donc nous apporter la contribution des sciences de la Terre et des sciences qui s'occupent de phénomènes de très longue durée et d'échelle tout à fait particulière. Donc il viendra nous apporter la réflexion de la géologie et de la planétologie sur l'habitabilité. Mais nous aurons également le plaisir d'entendre Muriel Gandelin. Bonsoir. Qui est ici. Muriel Gandelin est archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, donc l'institut qui s'occupe de réaliser les fouilles archéologiques avant les chantiers, qui souvent détruisent évidemment des vestiges archéologiques. Et l'INRAP est devenu une structure tout à fait importante, au-delà du travail d'archéologie préventive, une structure scientifique tout à fait fondamentale. Et nous avons eu d'ailleurs à l'école urbaine le plaisir de travailler avec l'INRAP et avec Muriel pour la conception d'une exposition qui est encore visible pour quelques jours au Musée des Confluences à Lyon, qui s'appelle La Terre en héritage, où nous essayons justement de croiser les approches des néolithiciens, des archéologues spécialistes du néolithique, puisque c'est le domaine de spécialité de Muriel, et les approches des spécialistes de l'Anthropocène. Et puis, tout là-bas, elle n'est pas punie ni mise à l'écart, mais vous allez bientôt comprendre pourquoi elle se tient là-bas. J'ai le plaisir d'accueillir Axelle Grégoire, qui revient nous voir, puisqu'elle était déjà venue il y a quelques années, 2 ans je crois, pour nous présenter son travail, qui est architecte, mais aussi cartographe, et qui a été une des 3 autrices, avec Alexandra Arène et Frédéric Aït-Touati, d'un livre absolument fantastique qui s'appelle Terraforma, qui était une tentative de redéfinir la cartographie pour essayer justement que cette cartographie puisse désormais mieux nous permettre de comprendre ces réalités complexes que sont les réalités terrestres d'une Terre en tant qu'elle est habitée par les humains et par les non-humains. Et ce soir, Axelle a accepté un petit exercice, un travail sans filet, ou presque, c'est-à-dire de composer, pendant notre conversation, de composer une carte, enfin une cartographie. Et avant de rentrer dans le feu de la discussion avec Isabelle et Muriel, Axelle, peut-être serait-il bon de présenter au public, à la fois dans cette salle et à distance, que la manière dont vous concevez la cartographie et ce que vous allez essayer de faire devant nous. Oui, bonjour, bonsoir. L'idée, c'est de penser la cartographie, en tout cas à partir de matrices, comme des lentilles optiques, qui vont nous permettre d'appréhender les territoires de manière différente. Donc moi, je suis architecte de formation, donc je viens plutôt de la prospective. Et à travers la cartographie, c'est aussi une recherche qui peut aller vers la question de comment le dessin peut ramener de la connaissance, notamment sur ces questions d'habitabilité. Et ici, on va partir de la première matrice, qui est le premier chapitre de Terraforma, qui est la matrice Sol. Donc, elle sera expliquée au fur et à mesure de la discussion par étiquette interposée. Et en fait, cette matrice Sol, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de justement rentrer dans les profondeurs, la stratification du sol, et de penser qu'on n'habite pas que en surface, en tout cas que l'habitabilité ne se fait pas que là, que le sol, c'est l'endroit de la mémoire, mais aussi l'endroit de la question de l'habitabilité humaine qui est en expansion non seulement en surface, mais aussi en profondeur. En tout cas, cette matrice, elle parle d'une anamorphose qui met l'atmosphère au centre et qui pense un peu à un univers fini. Voilà, ça s'éclairera au fur et à mesure, en tout cas je l'espère, et on pourra revenir dessus à la fin. Voilà, vous pourrez suivre le travail d'Axelle sur sa table graphique lumineuse, et sa présence participe
de ce que nous essayons de faire depuis maintenant plusieurs années à l'École urbaine de Lyon, c'est-à-dire considérer que le dessin, d'ailleurs toutes les formes d'expression plastique et artistique, ne sont pas là simplement pour illustrer la science, mais pour l'augmenter. C'est-à-dire constituent des voies tout à fait légitimes d'intelligibilité des phénomènes que nous avons à essayer de comprendre. Donc, pour le prouver, nous essayons de multiplier ces occasions d'exercice en direct, et je remercie tous ceux et celles qui se prêtent à cet exercice, donc à Axel ce soir, parce que évidemment, c'est un travail qui se fait aussi dans l'interaction, presque un travail d'improvisation au sens musical du terme, même si, comme tous les bons jazzman, comme tous les bons musiciens, Axel a préparé un peu ses instruments et connaît sa partition. Voilà, donc sans plus attendre, chère Isabelle, chère Muriel, une première question pour que vous expliquiez peut-être comment, à partir de vos disciplines, de votre discipline de référence ou de vos disciplines de référence, parce que l'une comme l'autre, même si on vous présente comme spécialiste de sciences de la Terre et comme archéologue, vous avez un spectre de connaissances et de méthodes assez large, hein. D'ailleurs, beaucoup de disciplines scientifiques sont en réalité des interdisciplines, surtout lorsqu'on aborde les questions qui vont nous arrêter ce soir. Peut-être quand même commencer par préciser assez rapidement la façon dont les sciences de la Terre, par exemple, Isabelle, se saisissent de cette question de l'habitabilité. Parce que finalement, pourquoi inviter une géologue, une minéralogiste à parler de l'habitabilité et ne pas se contenter finalement d'une archéologue et d'un géographe, puisqu'il faut toujours un géographe quelque part. Qu'est-ce que les sciences de la Terre ont à dire de l'habitabilité? Les sciences de la Terre, évidemment, étudient l'histoire de la planète et son évolution au long cours. Depuis sa formation, il y a environ 4,56 milliards d'années jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cette planète est clairement habitable, hein, puisque nous l'habitons, et puis nous ne sommes pas les seuls. Et l'évolution, en fait, la dynamique à la surface de la planète, à l'intérieur de la planète, et les grandes crises, en fait, qui ont ponctué l'histoire de la planète, sont toujours intimement liées avec les grandes crises de la vie. Donc, dans la discipline des sciences de la Terre, on va avoir à la fois des collègues qui vont s'intéresser à ce qui se passe à la surface et à l'intérieur de la Terre, au fur et à mesure qu'on va vers le centre de la Terre. Mais également, c'est toujours un travail avec les paléontologues qui, eux, vont rechercher, en fait, dans les archives sédimentaires ou dans les archives des roches, tous les renseignements que l'on peut avoir sur l'évolution de la vie, l'apparition de nouvelles formes de vie au cours des temps géologiques, avec parfois des formes très évidentes, mais également des formes beaucoup plus difficiles à déchiffrer. Et évidemment, c'est d'autant plus difficile à déchiffrer que l'on remonte le temps et que l'enregistrement se brouille et que ce que l'on appelle le principe de l'actualisme touche à ses limites. Alors nous reviendrons évidemment sur cette difficulté de trouver les traces et de les interpréter, parce que c'est quelque chose que là, la géologue partage sans doute avec l'archéologue, même si vous traitez les traces, et les traces dont vous parlez ne sont sans doute pas les mêmes. Mais Muriel, comment l'archéologie se préoccupe de l'habitabilité? On peut même penser peut-être que cette question de l'habitabilité d'un espace quelconque est au cœur, en fait, de la discipline archéologique. Alors, assez étrangement, les néolithiciens parlent jamais d'habitabilité, alors même que le néolithique pourrait être défini comme une extension du champ de l'habitabilité humaine, puisque c'est à partir du néolithique que les populations humaines vont commencer à modifier de façon importante et irréversible leur environnement, c'est-à-dire les systèmes biophysiques terrestres. Et tout ça, ils le font dans le but d'augmenter l'habitabilité de leur point de vue. C'est-à-dire qu'on est sur des populations qui recherchent finalement une meilleure qualité de vie, une plus grande possibilité d'amener leurs enfants à l'âge adulte, etc. Et tout ça va se transformer en ce qu'on appelle la néolithisation, c'est-à-dire une rupture radicale après 200 000 ans de vie d'Homo sapiens en tant que chasseur-cueilleur. Il va devenir producteur de ce qu'il consomme. Donc c'est une rupture très importante et dont on est les héritiers directs, puisqu'on est toujours des sociétés producteurs-consommateurs qui sont inventées au néolithique.
Alors rappelons peut-être que le néolithique commence aux alentours de il y a 14 000 ans, pas vraiment là où nous sommes. Alors le néolithique est, comment dire, induit par un réchauffement climatique qui correspond à la fin de la dernière glaciation. Et donc ce réchauffement climatique va créer dans certaines régions du monde, un peu partout, des endroits où il va être possible de développer des choses très nouvelles comme l'agriculture qui n'était pas possible avant. Et pour ce qui nous concerne, c'est au Proche-Orient que naît le néolithique il y a environ 12 000 ans. Et nous sommes les héritiers de ce néolithique proche-oriental qui va se diffuser par un processus qu'on appelle le processus de diffusion endémique tout le long du bassin méditerranéen et par la voie du Danube, et qui va petit à petit occuper toute l'Europe. Et ils vont quand même mettre 4000 ans pour arriver du Proche-Orient à l'Europe. Alors, en évoquant le néolithique et son lien avec une modification de l'état du système biophysique lié à la fin d'une période glaciaire, on peut évidemment se retourner immédiatement vers la géologue, puisque finalement cette question de l'habitabilité, elle est intéressante si on la considère aussi comme une question qui engage une réflexion sur les commencements. À partir de quand peut-on dire, du point de vue des sciences de la Terre, que cette planète, qui a connu des conditions très hostiles au développement d'une habitabilité par des organismes vivants, puisque là nous allons parler d'une habitabilité qui n'est pas d'abord celle des êtres humains, mais d'autres formes de vie, à partir de quel moment considère-t-on que l'on rentre dans une phase d'habitabilité de cette planète, en sachant que rien n'est linéaire, tout est soumis à récursion, si je puis dire, à des phénomènes qui remettent en question un certain nombre d'évolutions. Quand commence théoriquement cette habitabilité de la planète Terre? Est-ce que la question a du sens d'ailleurs formulée comme ça? La question a du sens, et la question en fait se traite de façon interdisciplinaire avec les biologistes et avec les critères fondamentaux que l'on considère comme nécessaires pour une vie de façon très générale telle que nous la connaissons sur Terre. Donc je le disais tout à l'heure, la planète s'est formée il y a environ 4,56 milliards d'années. Les traces de vie, les premières traces de vie sur lesquelles en fait toute la communauté scientifique est d'accord datent d'environ 3,4 milliards d'années. Donc ça nous laisse un petit peu de temps. Entre un milliard d'années, un peu plus d'un milliard d'années. Et on a un autre marqueur qui, lui, ne se trouve pas dans la vie, mais dans l'enregistrement des conditions environnementales à la surface de la Terre. Et c'est là que les minéraux sont utiles. En fait, on essayait de dater en fait l'apparition ou les traces très indirectes des premiers océans. Et les premiers océans étaient probablement présents sur Terre dès 4,4 au plus loin, probablement 4,3 milliards d'années. Donc la vie, on est sûr qu'elle était apparue il y a 3,4 milliards d'années. La Terre était habitable, très probablement. Très peu de temps finalement après ça. Alors très peu de temps. Moi je parle mon temps de géologue, hein, donc c'est pas exactement le même que le temps que nous vivons sur le plateau ou le temps de l'humanité. Mais en quelques centaines de milliards d'années, la Terre est devenue habitable dès qu'en fait de l'eau est devenue disponible à la surface de la Terre. Et c'est pour ça que la question de l'habitabilité se pose de façon plus large sur les corps planétaires, dans la mesure où on pense qu'il peut y avoir d'autres corps planétaires qui contiennent de l'eau à leur surface, mais potentiellement en subsurface également. Et c'est pour ça aussi qu'on va chercher potentiellement de la vie sur Mars. Nous reparlerons de ces questions d'habitabilité extraterrestre, puisque évidemment c'est une question tout à fait intéressante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette apparition de la vie, d'ailleurs des formes de vie qui sont des formes de vie très éloignées des nôtres, n'est-ce pas, Isabelle, dont on peut dire peut-être quelques mots? Oui, alors les formes de vie là, dont on parle, ce sont nécessairement des êtres unicellulaires, hein. Les premiers qui sont apparus, alors il n'y a pas d'ordre de priorité, mais c'était des bactéries ou un autre genre d'organismes unicellulaires qui sont les archées. Les archées pouvant avoir des métabolismes
assez particuliers qui font qu'on les reconnaît, puis des membranes un peu particulières, etc. Mais donc, ce sont des êtres très, très simples, extrêmement variés, et qui peuvent se déplacer potentiellement d'un milieu à l'autre, qui peuvent résister à des conditions un petit peu difficiles également. Donc à l'heure actuelle, certains ont passé le temps géologique. Certains ont probablement peu évolué, pour autant qu'on puisse le savoir, parce que la description de l'arbre du vivant, on la connaît beaucoup dans l'interprétation des génomes, et on peut tracer du coup des grands embranchements, tracer des groupes d'organismes, sans pour autant en fait que l'on ne connaisse de représentants de ces organismes. Donc ce sont des mécanismes, enfin ce sont des calculs de génomique, d'interprétation corrélée de tous les génomes qui nous permettent de proposer les nouveaux arbres de la vie. Ce sont des hypothèses, mais qui ne sont pas corroborées en quelque sorte par des traces qui permettent de connaître la forme prise par un organisme vivant. Alors, dans ces arbres du vivant les plus actuels, on connaît bien entendu certains embranchements. Le plus récent, il a été calculé à partir de plus de 30 000 génomes. Donc, évidemment, ces génomes, ils ont été séquencés. Ça correspond aussi à beaucoup d'organismes que l'on connaît. Mais ce que j'essaye de dire là, c'est que sur certains groupes, on sait que ces groupes-là sont définis par les interprétations du génome sans que pour autant on ne les connaisse. On n'a pas d'organisme dans une collection de microbiologie qui nous disent, voilà, cet organisme est représentatif de cette famille-là. Donc on connaît, mais ça on le sait, on l'entend régulièrement, et c'est vrai, on ne connaît qu'une toute petite partie du vivant. Mais ensuite, je poserai une question à Muriel. Ça signifie que l'apparition de cette habitabilité de la planète Terre par le vivant, alors que pendant quelque temps les conditions n'étaient pas propices en fait à ce vivant, cette émergence-là, qui est une émergence lente, compliquée, pas linéaire du tout, encore une fois, elle peut véritablement se penser du point de vue de l'analyse de la planète comme un changement de conditions, justement, comme quelque chose qui évolue et qui devient propice à l'installation d'une forme vivante selon le hasard et la nécessité de cette évolution. Oui, c'est effectivement la question de l'apparition de l'eau liquide de façon relativement stable à la surface de la Terre. C'est vraiment le marqueur en fait de l'habitabilité de la Terre. Parce que cette question, justement, Muriel, vous l'avez évoqué tout de suite, cette question des nouvelles conditions qui s'installent en raison justement de la fin de la glaciation, enfin de la fin de la dernière glaciation de ce qu'on appelait jadis le Quaternaire, qui a été marquée par la succession de phases glaciaires et d'interglaciaires qui ont apporté, y compris ici, des climats très différents de celui que nous connaissons depuis quelques milliers d'années, de façon relativement stable, jusqu'aux évolutions anthropiques contemporaines. Ce bouleversement des conditions, c'est véritablement quelque chose qui explique, comme vous l'avez dit, mais j'aimerais que vous reveniez là-dessus parce que c'est tout à fait saisissant, le fait que l'on va sortir d'une histoire de 200, 300 000 années de chasseurs-cueilleurs paléolithiques pour rentrer dans une organisation de la société, de l'habitat extrêmement différente. Et finalement, évidemment, quelques milliers d'années, ça nous paraît long à notre échelle biographique, mais en réalité, le mouvement a été assez rapide et surtout, ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est que vous avez parlé de la naissance moyenne-orientale et du transfert vers l'Europe, mais on pense aujourd'hui avec assez de certitude que les foyers néolithiques furent plus nombreux que le seul Proche et Moyen-Orient, qu'il y a eu un foyer néolithique asiatique, il y a eu des foyers néolithiques sur le continent américain, donc il y a quelque chose d'assez troublant, en quelque sorte, qui est une sorte de synchronicité relative dans ces pas de temps dont nous parlons, de l'apparition de nouvelles manières d'organiser la vie à partir de ce changement de conditions. Oui, alors tout à fait. Le néolithique, en fait, n'est pas une époque géologique comme peuvent l'être ces époques très anciennes. C'est en fait un mode de vie. C'est un mode de vie, donc, comme je le disais tout à l'heure, où en fait on devient producteur de ce qu'on consomme. Et ce mode de vie va émerger un peu partout
au début de l'Holocène, c'est-à-dire à la suite des dernières glaciations, tout simplement parce que le milieu le permet. Et il va y avoir alors des différences sur des espèces choisies pour la domestication, pour les espèces choisies, que ce soit les végétaux ou les animaux, tout simplement en fonction de la disponibilité locale. Et aussi, le néolithique émerge dans des endroits propices, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait sur place des espèces animales et végétales qui soient domesticables. Tous les animaux ne le sont pas, ou en tout cas pas de façon rapide et évidente. Donc comment fonctionne le néolithique ? Un jour, les chasseurs-cueilleurs ne se sont pas dit « on va devenir néolithique ». Ils ont commencé d'abord par sélectionner, favoriser certaines espèces aux dépens d'autres. Notamment dans les végétaux, ils vont dans un champ, on peut dire, qui poussait pas très loin de chez eux, arracher les espèces qu'ils ne mangeaient pas et favoriser les céréales. Donc ça, c'est pas encore de l'agriculture, c'est ce qui s'est pratiqué probablement juste avant. Et puis, phase de transition, en quelque sorte. Pareil pour les animaux, parquer des animaux et les contrôler leur déplacement, ce n'est pas non plus domestiquer un animal. Pour que la domestication existe, il faut que ce soit une plante ou un animal, il faut que génétiquement il ait été modifié de façon irréversible pour avoir des nouvelles caractéristiques qui n'existaient pas dans l'espèce sauvage. Donc, pour donner une image simple, les porcs, les bœufs, les moutons n'existent pas dans la nature. Ils n'ont jamais existé dans la nature. Ce sont des créations néolithiques à partir de l'auroch, à partir du mouflon et à partir du sanglier. Et encore aujourd'hui, les animaux que nous consommons au quotidien, les bœufs, sont des descendants des bœufs qui ont été domestiqués au Proche-Orient il y a environ 10 à 12 000 ans et qui ont été apportés en Europe par les populations néolithiques. C'est la même chose pour la plupart des animaux domestiques. Et suivant les zones du monde, ça a pu être le maïs, ça a pu être le buffle, les courges, etc. Donc, le néolithique a entraîné une création de sous-espèces très importantes et peut-être un enrichissement d'ailleurs de la biodiversité et un changement aussi du milieu extrêmement important puisque le milieu naturel au néolithique, c'est la forêt primaire. Et en fait, les populations vont défricher de façon intensive ces forêts pour dégager des pâtures. Et en faisant cela, elles vont favoriser de nouvelles espèces qui étaient finalement dans les forêts dans des conditions pas très favorables à leur développement. C'est-à-dire qu'au néolithique, à partir de ce changement des conditions bioclimatiques, pour aller vite, que l'on connaît avec la fin de la glaciation, ce qui est tout à fait décisif, puisque de nouveaux modes de vie s'installent, de nouvelles capacités productrices s'installent, et vous insistez à raison sur le fait que domestiquer, c'est pas simplement enclore et contrôler, c'est véritablement changer, créer une espèce par croisement, par ce qu'on n'appelait pas encore la sélection, mais par modification génétique. Dès le néolithique, et très vite, l'être humain devient capable de changer les conditions même de son existence, de changer les conditions d'habitabilité, en quelque sorte, du milieu biophysique. On peut dire en fait que les populations néolithiques inventent une habitabilité transportable, puisque dans leur processus d'expansion, finalement, ils transportent avec eux tout ce qu'il leur faut, leurs animaux, leurs végétaux, même leurs connaissances architecturales pour construire leur maison. Et donc ça, c'est très nouveau, puisqu'avant, les populations paléolithiques étaient finalement un peu comme les animaux, elles étaient à la recherche d'un biotope favorable, alors que les populations néolithiques décident de créer leur biotope. Alors, pas dans n'importe quelle condition, il faut quand même... ils n'ont jamais été élever des animaux dans le Grand Nord qui étaient gelés, mais sur une très grande partie de la planète, il était possible de développer un mode d'habitat néolithique. Et d'ailleurs, il y a des populations néolithiques très vite sur l'ensemble de la planète. Et là, les populations néolithiques sont quantitativement beaucoup plus nombreuses. Il y a une expansion démographique très importante qui d'ailleurs porte en elle... Cette nouvelle habitabilité néolithique porte en elle les germes d'une inhabitabilité, oui. Puisque les populations augmentent énormément, les villages grossissent et au bout d'un moment, l'habitabilité est mise en danger par le nombre. Donc la solution qui va être trouvée par les populations néolithiques, c'est de se dédoubler, c'est ce qu'on appelle le processus d'expansion démique. Démique désignant un groupe de maisons au bord d'une route en grec.
d'Emos. Donc, du coup, ils vont comme ça essaimer petit à petit. Il ne faut pas imaginer qu'ils sont partis du Proche-Orient et qu'ils sont arrivés en Europe en marchant tout du long. C'est que chacun, au bout d'un moment, il y avait un village, et puis on a fait un village peut-être 10 km plus loin, etc., etc. Et en 4000 ans, tout le bassin méditerranéen a été occupé par ces nouvelles populations néolithiques. Voilà, et on constate ça dans les autres foyers néolithiques. Tout à fait. Toute la planète, très vite. À l'heure actuelle, les populations de chasseurs-cueilleurs représentent quelques individus. C'est vraiment, je pense que c'est très inférieur à 1% de la population mondiale. Et ça, c'est arrivé très vite. Les populations de chasseurs-cueilleurs ont disparu extrêmement rapidement. Alors, non pas qu'elles ont été assassinées, enfin tuées par les populations néolithiques, c'est qu'elles se sont converties à ce nouveau mode de vie qui était finalement beaucoup plus intéressant en termes de survie de groupe. Alors, ce que vient de décrire Muriel est tout à fait fascinant, mais peut permettre de poser aussi une question à la géologue, puisque Muriel nous montre en fait une émergence, mais très vite aussi une expansion, une extension du champ de l'habitabilité. Et je crois que ce sont aussi des questions qui intéressent les spécialistes de sciences de la Terre, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment finalement une habitabilité s'épanche à la fois horizontalement, mais aussi verticalement, puisque quelque chose dont nous avons parlé lorsque nous avons préparé la conversation de ce soir est tout à fait important. Souvent, on réduit en quelque sorte la réflexion sur l'habitabilité à la surface, à la pellicule qui est celle de l'écorce terrestre sur laquelle nous marchons, avec un tout petit peu d'élévation au-dessus de nous pour la partie utile de l'atmosphère. Mais ce que montrent les travaux des spécialistes de sciences de la Terre, c'est que cette expansion du domaine de la vie, en quelque sorte, peut aussi s'observer en profondeur. Et je crois que cette dynamique d'expansion est quelque chose de tout à fait important. Oui, c'est effectivement assez intéressant. C'est-à-dire que sur la Terre, partout où on cherche la vie, on la trouve. La vie est partout. Elle est partout. Alors, il y avait un exemple dont on a discuté que je trouve particulièrement intéressant, puisqu'on a une grande partie de la biosphère. Donc, encore une fois, ce sont des organismes unicellulaires. Alors, on peut dire ici simple. Les biologistes auraient probablement un avis différent sur la question, mais peuvent vivre effectivement en sous-sol, en profondeur, dans les roches, dans des endroits que tout le monde considère normalement comme inhabitables. Il suffit effectivement d'une petite poche d'eau, ça c'est une condition, et puis après d'un peu d'énergie et de nourriture pour que la vie puisse se développer s'il y a suffisamment d'énergie et de nourriture, ou alors rester de façon dormante. À l'heure actuelle, la vie, on pense qu'elle existe jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur dans les roches, que ce soit sous le plancher océanique, mais également dans les continents. Juste en termes d'ordre de grandeur, il y a eu un certain nombre d'études qui ont essayé de faire une évaluation en fait du nombre de cellules présentes à l'heure actuelle à la surface de la Terre. C'est à peu près de l'ordre de 10 puissance 30 cellules. Alors ça vous dira pas grand-chose, mais c'est à peu près 1 million de fois plus que le nombre d'étoiles dans l'univers. Voilà, donc voilà. Calculer le nombre de zéros que ça fait beaucoup de zéros. Ça fait beaucoup de zéros. Donc ça, la vie est partout, en surface, mais également en subsurface. Jusqu'à plusieurs kilomètres. Ouais, jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur, pour peu que la température reste raisonnable. La limite actuelle température maximale qui est proposée pour les limites de la vie, c'est aux alentours d'une centaine de degrés. Très exactement, c'est 122 degrés Celsius à l'heure actuelle. Ça peut éventuellement évoluer au fur et à mesure que les connaissances avancent. Ce qui est très intéressant dans ces milieux, des bactéries, que sur des bactéries ou des archées, des unicellulaires. Mais là, ce qui est important, c'est que dans ces milieux-là, et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant, c'est qu'on va retrouver, par exemple, au niveau des rides océaniques, là où le plancher océanique se forme à l'heure actuelle au fond des océans, on a des communautés microbiologiques dans les roches à ces endroits-là, qu'on retrouve à de nombreux endroits sur la planète, toujours dans le même contexte. Pourtant, ce sont des organismes, en fait, donc des micro-organismes, des microbes, si vous voulez. Ils ne sont pas nécessairement toxiques, mais c'est des microbes quand même,
Donc ils vivent en profondeur, ils vivent dans les roches, ils ont a priori pas la capacité de se déplacer, mais on les retrouve à peu près partout dans le monde, dans ces mêmes contextes, partout où les campagnes océanographiques ont fait des forages, ont recherché les micro-organismes qui s'y trouvaient, on retrouve des communautés qui sont assez voisines, et ça c'est assez fascinant. Mais comment documenter, comment les sciences de la Terre traquent-elles en quelque sorte ces traces de vivants extrêmement anciens, et comment arrive-t-on à comprendre justement ces processus d'expansion du champ du vivant? On imagine que pour le néolithicien, il faut évidemment trouver des sources, des traces archéologiques, et qu'on va suivre, et puis qu'on va aussi avoir tout un travail de modélisation et d'extrapolation en quelque sorte à partir des chantiers qui ont pu être effectués. Et on y reviendra tout à l'heure, Muriel, mais comment, du point de vue des sciences de la Terre, arrive-t-on justement à tracer en quelque sorte ce processus d'évolution de l'habitabilité de la planète? Alors, les géologues, en fait, se saisissent de toutes les archives présentes dans les roches. Donc, ça va être les minéraux, ça va être les fossiles. Et par leur analyse chimique, voire même l'analyse des isotopes, des éléments qui sont dans ces roches, on a accès finalement à l'histoire des grandes crises climatiques qui ont ponctué la planète. Et en collaboration donc avec les paléontologues, qui sont aussi des géologues, on peut regarder du coup l'évolution de la vie de part et d'autre de ces grandes crises biologiques. Là, c'est vrai qu'on est très préoccupé aujourd'hui par la crise climatique qui nous arrive. Il y a eu l'histoire de la planète a été ponctuée par des crises absolument dramatiques, mais ces crises dramatiques, c'est des écarts à la surface de la planète de plus de 50 degrés Celsius. La vie dans toutes ces conditions-là a réémergé. Alors quand c'était de la vie unicellulaire, on n'en a souvent que des traces au travers des minéraux. On en a des traces éventuellement au niveau ce qu'on appelle le signal isotopique. Et puis plus récemment, depuis qu'on a en fait une documentation paléontologique, on peut suivre en fait les grandes radiations post-crise dans la distribution en fait des grands groupes d'organismes. Donc en fait, au fur et à mesure que les organismes ont grossi, c'est sûr que c'est devenu un peu plus facile pour les géologues. Ça nécessite moins d'aller chercher sur des signaux extrêmement fins et pour lesquels parfois il y a débat, même si à la fin on arrive quand même à clarifier la situation. Oui, avant de repasser la parole à Muriel, rappelons quand même que dans l'histoire géologique, la Terre a connu quelques mouvements assez spectaculaires. On a oublié nous n'étions pas là. La tectonique des plaques, les visages de la Terre ont été extrêmement différents de ce que nous connaissons aujourd'hui et que nous pensons un peu naïvement immuables. Mais ça n'a absolument jamais été le cas. Non, le climat a extrêmement varié au cours des temps géologiques. Je peux juste donner peut-être deux exemples. Un exemple qui est vraiment important parce que la vie avant et après n'avait absolument rien à voir. C'est ce que l'on appelle en fait l'événement d'oxygénation, le grand événement d'oxygénation qui s'est produit il y a environ 2,5 milliards d'années à la surface de la Terre. Avant, la surface de la Terre était anoxique. Sans oxygène, donc. Et avec l'apparition progressive de la photosynthèse, oxygénique, il y a d'autres photosynthèses qui ne sont pas oxygéniques, mais la photosynthèse oxygénique en particulier, l'atmosphère et les océans se sont progressivement oxygénés. Et alors que la Terre était équipée, si je puis dire, d'une atmosphère initiale qui était largement dominée par le méthane et le dioxyde de carbone, qui, comme vous le savez, sont deux gaz à effet de serre extrêmement puissants, donc réchauffer la planète. Le fait que cet événement, ce grand événement d'oxygénation se déroule, en fait, ça a créé une chute, ça a induit en fait une chute très importante de la teneur en méthane et en dioxyde de carbone de l'atmosphère, et la Terre s'est transformée en une boule de glace pendant au moins plus d'une centaine de millions d'années.
Donc là, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'eau liquide à la surface de la Terre, de l'eau liquide peut-être dans un océan qu'on dit de subsurface. Mais la vie a continué. La vie est réapparue quand ça s'est réchauffé. Et une vie fort différente, puisque avant, tous les organismes de par l'oxygénation, tous les organismes qui étaient avant, c'était des organismes qui supportaient pas l'oxygène, et d'un seul coup, c'est à l'échelle des temps géologiques, hein, on est passé à un milieu oxygéné, et donc tous ces organismes-là n'ont pas survécu. Donc on a eu un changement vraiment quasi complet de la biosphère à ce moment-là. Et puis il y en a eu d'autres au cours des temps géologiques, puisque en fait le climat qu'on a à la surface de la Terre dépend très largement de la disposition des continents. Si on a un seul grand continent, ce qu'on appelle un supercontinent, s'ils sont dispersés, ça c'est la situation actuelle. Si l'océan majeur est un océan nord-sud et permet de bons échanges de chaleur entre le nord et le sud, ou si, comme au Mésozoïque, on avait un grand océan... Mésozoïque, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, on l'avait au Crétacé, avant l'océan. Donc c'est aux alentours de 150 millions d'années. On était en fait, c'est l'océan qui finalement dont la fermeture a créé toute la chaîne alpine, et dont il reste un tout petit bout dans la Méditerranée. En fait, l'océan principal qui s'appelait la Thétis, c'était un océan qui avait une orientation est-ouest et qui était quasiment en fait situé à peu près au niveau de l'équateur, voire même un petit peu plus haut. Et donc dans ce cas-là, en fait, ça prohibait toute circulation d'énergie nord-sud, et donc on avait à ce moment-là un climat qui était extrêmement chaud. Donc on a vraiment ce lien entre le fonctionnement de la planète à l'échelle de la tectonique des plaques, l'intérieur de la planète. Et Voilà, donc c'est toujours utile de rappeler ça, ce qui fait que d'ailleurs souvent les géologues, lorsqu'on parle d'extinction d'espèces et de crise de la biodiversité, attirent l'attention sur le fait que cette crise de la biodiversité actuelle est évidemment très problématique, mais que ça ne signifie pas la disparition du vivant, hein, donc il ne faut pas mélanger les deux choses. Et évidemment, la spécificité de la période que nous vivons, c'est que l'on pense que les évolutions que nous connaissons sont liées au forçage anthropique, et que le pas de temps de ces évolutions n'est pas tout à fait le même que le pas de temps des évolutions géologiques. Alors là, très clairement, oui. Donc effectivement, on le sait que c'est lié effectivement à nos activités nos activités industrielles et tout le dioxyde de carbone que nous émettons. Les grandes crises géologiques et les grandes crises de la biodiversité qui sont documentées dans le registre paléontologique, ce sont des crises qui sont beaucoup plus lentes. Là, vraiment une des spécificités de la crise actuelle, c'est la diminution extrêmement rapide, avec une vitesse qu'on n'a jamais vue ou jamais documentée, même si on a des résolutions qui sont un peu différentes, mais on est vraiment à une vitesse de disparition de la biodiversité qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît par ailleurs. Oui, les pas de temps géologiques sont des pas de temps de plusieurs millions d'années. Oui. Clairement, oui. La grande oxydation dont vous avez parlé, c'est un processus très lent. Alors c'est un processus qui a eu plusieurs sauts, en fait, ça s'est produit par étapes, avec probablement une étape majeure, mais ça se produit effectivement sur plusieurs millions, peut-être même dizaines de millions d'années. Alors que si l'on prend l'Anthropocène, dans les différentes hypothèses que l'on peut connaître, certaines font d'ailleurs commencer l'Anthropocène au néolithique, d'autres pensent que tout cela commence à se déclarer surtout à partir du XVIIIe siècle, d'autres encore même post-1950, mais en tout état de cause, ce sont quelques milliers d'années au maximum, donc on est sur des pas de temps très différents, et l'origine anthropique ne fait plus de doute. Mais Muriel, revenons un peu au travail de l'archéologue, cherchant cette habitabilité sur ces terrains de fouilles. Vous étiez encore la semaine dernière sur un terrain de fouilles dans l'Hérault, je crois, si je me souviens bien, que vous avez découvert une tombe tout à fait impressionnante qui vous faisait très plaisir à fouiller. Quand on est sur un terrain de fouilles, quelle trace d'habitabilité cherche-t-on ? C'est-à-dire l'archéologue travaille à partir des traces, exclusivement. Quelles traces repère-t-on et cherche-t-on qui permettent de dire, ici, il y a eu incontestablement plus qu'un passage, mais une véritable installation dans une habitation durable de cet espace-là? Alors bon, déjà préciser que nous n'étudions que les
quelques dernières secondes, même si le néolithique, ça, par rapport à l'histoire de la planète, on est vraiment sur vraiment la dernière ligne, quoi. Mais pour ce qui est des vestiges, alors il y a plusieurs choses, hein. On trouve des vestiges matériels, donc de la céramique cassée, des outils en silex, etc. On trouve aussi des vestiges des témoins paléo-environnementaux. Donc, moi, personnellement, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui nous permettent de restituer le milieu à l'époque néolithique. Notamment, pour donner un exemple qui est bien connu en archéologie, c'est les assemblages d'escargots. Puisque les escargots sont des animaux qui se déplacent très peu. Un escargot fait quelques centaines de mètres dans sa vie. Et ils sont extrêmement, comment dire, les assemblages d'escargots sont vraiment propres à un certain type de milieu. Par exemple, dans un champ de blé, on va avoir un certain type d'escargot. Dans une forêt, on aura un autre assemblage d'escargots, etc. Et ça nous permet de reconstituer les milieux anciens et de voir quel a été l'impact anthropique sur le milieu. Donc l'impact anthropique, c'est ce qu'on appelle la marque de l'homme, si l'on peut dire, des changements induits par l'homme sur le paysage. Et on voit très bien, dès ces époques anciennes, que cet impact est très fort. Donc déjà, quand quelque part l'impact est fort, c'est que l'homme est resté longtemps. Donc il est resté là sédentaire. On trouve évidemment les plans des maisons, on trouve tout ce qui est conservé, qui est souterrain. Il est très rare qu'on ait les parties d'élévation des bâtiments, mais on trouve les plans, on trouve les caves, on trouve les fours, tout un tas d'installations, des fonds de maison, des choses comme ça, qui nous permettent de documenter leur mode de vie. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, on étudie la faune, qu'est-ce qu'ils produisaient, qu'est-ce qu'ils échangeaient. On arrive à voir qu'il y a des échanges à grande distance dès ces époques-là, certains matériaux, comme certains types de haches qui circulent sur des milliers de kilomètres, qui partent, qui vont des Alpes jusqu'au Danemark. Et donc ça nous permet de reconstituer un mode de vie. On a maintenant d'autres outils assez nouveaux, qui sont la paléogénétique, qui nous permettent en plus de connaître l'origine biologique de ces populations, si on a plusieurs sujets, le type de relations interpersonnelles qu'ils pouvaient avoir, et tous ces éléments-là qui étaient pour l'instant de l'ordre du théorique et qu'on arrive maintenant à documenter avec tous ces vestiges biologiques qu'on peut exploiter maintenant et qu'on ne pouvait pas jusqu'à une date récente. On reviendra sur cette question en particulier de l'analyse des génomiques, en fait, qui a été quelque chose de très important pour l'archéologie, mais aussi pour peut-être toutes les sciences qui se préoccupent de comprendre l'évolution du vivant. Mais si je puis me permettre, et sans vouloir déranger Axel, voulez-vous nous dire un mot de ce que vous nous montrez en ce moment? Parce que évidemment, j'ai un œil toujours sur l'écran, je trouve ça tout à fait fascinant. Malheureusement, Isabelle et Muriel ne peuvent pas forcément bien voir, mais peut-être un élément d'explication. Et évidemment, c'est le fait que vous avez écrit ligne d'habitabilité qui me fait vous interrompre dans votre travail créatif. Expliquez-nous un peu ce que vous avez essayé de composer là depuis tout à l'heure. La voix du dessin, elle dialogue avec les deux voix que j'entends, c'est-à-dire que j'essayais de tracer justement les lignes d'habitabilité qu'on pourrait dire de terraformation plutôt non artificielle, pour pas dire naturelle, parce que voilà, naturel c'est voilà, mais non artificielle et les lignes humaines. Et l'idée c'est que comme on l'entend dans la conversation, les éléments ils arrivent, ils disparaissent, enfin que la vie et l'habitabilité n'est pas une ligne continue, qu'en fait on est dans des choses qui s'entrechoquent et c'est un peu la superposition très complexe de toutes ces strates, mais aussi l'imbrication des lignes, quelle ligne on suit. Est-ce qu'on suit la ligne, là c'est un carottage qui pourrait être celui d'un stratigraphe archéologue qui lit les lignes de sol, qui est complètement mise à mal par le chantier qui vient... pour un aménagement urbain qui vient défaire en fait cette écriture très stratigraphiée. Donc en fait c'est pour montrer cette complexité de narration en fait. Donc voilà une complexité d'image du coup pour compléter la conversation. Voilà, rappelez pour le public qui ne serait pas familier avec la cartographie que vous tentez depuis quelques années que ce mode de
projection graphique que vous avez inventé avec Frédéric Aetoiti et Alexandra Arène. C'est un mode de projection qui est très différent des cartes habituelles que l'on a l'habitude d'utiliser, puisque vous placez au centre quelque chose qui n'est habituellement jamais placé au centre. C'est ça, c'est ce que je montrais au tout début de la présentation avec la petite manipulation. L'atmosphère est donc au centre, les roches profondes sont autour et la ligne de sol est ici si on parle de l'horizon sur lequel on marche. Mais bien sûr, là, on a vu qu'il y a plein de lignes de sol différentes selon quel vivant on suit, que ce soit un humain ou un non-humain, une bactérie ou un auroch ou un bœuf. Voilà. Et en fait, l'intérêt de cette représentation, donc là, c'est vraiment une manipulation un peu sommaire, et cette discussion, elle donnerait lieu à dessiner vraiment très précisément ce qui se dit, mais c'est de penser que la Terre, finalement, c'est un milieu plus ou moins confiné, en fait, qu'il n'y a pas d'infini du ciel. Mais après, on parlera peut-être justement d'habitabilité extraterrestre. Mais en tout cas, ce ciel, c'est un peu notre ligne d'horizon. Et surtout, ça permet de montrer qu'on vit sur une toute petite partie du sol, même si on a une tension d'expansion qui est très profonde. Voilà. Justement, la caractéristique de l'être humain dès le néolithique, on l'a vu, c'est d'être capable de modifier finalement très rapidement ses conditions d'existence via une production en quelque sorte d'un espace géographique habitable très différent, assez vite de ce qui préexistait auparavant. Et Muriel, vous l'avez dit, mais on peut revenir là-dessus parce que c'est assez fascinant et ça permettra ensuite de poser une question à Isabelle. Très vite, on observe la capacité de communautés humaines à altérer très, très, très puissamment les systèmes biophysiques jusqu'à menacer l'habitabilité qui avait été organisée par cette même communauté humaine. Oui, alors on a un exemple qui est très connu, qui est celui des garrigues, qu'on voit dans le sud de la France, qui sont des paysages qui nous semblent aujourd'hui naturels et qui sont en fait des créations par les populations néolithiques. C'est-à-dire qu'en défrichant, ces chenets qui étaient des chenets blanches, en fait, essentiellement, ils ont mis le feu et ils ont détruit ces chênes blancs qui meurent dès qu'ils brûlent, et ils ont favorisé les quelques chênes verts qui se trouvaient dans ces forêts, puisque le chêne vert repart de souche après avoir été brûlé, comme d'autres espèces de garrigues, comme le lentisque notamment. Et donc, du coup, en mettant le feu, ils ont d'une part dégager les sols qui ont été lessivés par les pluies et les grands orages, les orages violents qu'on a dans le sud de la France. Donc, ils ont mis à nu ces terrains qu'on voit aujourd'hui, alors c'était des terrains humifères très riches. Et ils ont créé ces paysages de garrigues qui ont après été entretenus au fil du temps par les populations successives. Et même si on arrêtait, on ne reviendrait jamais à la chenée blanche qui a existé à une époque dans ces régions-là, tout simplement parce que les chênes blancs sont morts et les chênes verts ont pris le dessus. Mais l'archéologie permet-elle de documenter ce que l'on pourrait appeler des effondrements au néolithique, c'est-à-dire des processus historiques qui sont éventuellement des processus longs, pas forcément des effondrements catastrophiques. Là, je ne parle d'ailleurs pas vraiment des catastrophes, mais plutôt des processus d'affaiblissement, d'auto-affaiblissement en quelque sorte de la capacité d'habiter, en raison même de la manière dont on habite. Est-ce que ça, les archéologues ont des hypothèses ou des travaux convaincants sur ces questions-là ou pas du tout? Alors oui, pour des cultures un peu plus récentes de la protohistoire, on voit bien qu'il y a des civilisations entières qui ont disparu. Alors, il y en a plusieurs, notamment dans la vallée du Nil, qui en fait ont rendu le sol extrêmement salé et qui l'ont rendu inculte en arrosant avec une eau qui était chargée en minéraux. Ils ont rendu le sol inculte et ils ont dû se déplacer. Voilà. Après, pour ce qui est du néolithique européen, on ne constate pas de chute, si ce n'est les chutes liées peut-être à des épisodes d'épidémie, etc., puisque le néolithique a favorisé
évidemment toutes les épidémies, toutes les zoonoses, puisque la proximité homme animal a permis aux maladies de passer de l'homme vers l'animal et de l'animal vers l'homme. Et ensuite, on a des modifications de population qui sont liées au conflit, à la guerre, à l'élimination de l'homme par l'homme. Ça, on le voit très bien, notamment à la fin de la préhistoire, où on voit arriver une population nouvelle qui, petit à petit, va remplacer la population néolithique d'origine proche-orientale. Si je posais cette question, Isabelle, c'est que du point de vue des sciences de la Terre aussi, on ne présente jamais l'histoire de l'habitabilité comme un long fleuve tranquille, quelque chose qui commencerait à une époque et courrait tout droit vers sa fin, c'est-à-dire la disparition de la planète Terre. Je crois savoir que nous avons encore quelques années devant nous, mais ça finira par advenir néanmoins lorsque le Soleil, notamment lui-même, changera petit à petit d'état. En réalité, ce mouvement d'habitabilité, il est ponctué d'épisodes, d'allers et retours. Est-ce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a même peut-être parfois des moments où la vie se met en sourdine, en quelque sorte, des systèmes de réserve se constituent. Comment est-ce que vous appréhendez cela ? Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des grandes crises, donc à l'échelle des temps géologiques, ce sont des grandes crises climatiques qui sont liées au fonctionnement interne de la Terre. Donc c'est la tectonique des plaques, mais ça peut être également de très très grandes éruptions volcaniques. D'ailleurs, il y en a qui sont documentées dans l'histoire humaine. Mais toutes ces grandes crises, en fait, ont vraiment elles ont pour effet en fait de tellement modifier l'environnement que les espèces qui sont présentes en particulier à la surface de la Terre se trouvent vraiment dramatiquement impactées et probablement se réfugient dans quelques niches préservées. Et quand les conditions redeviennent plus favorables au développement de la vie, c'est-à-dire la présence d'énergie du soleil, la présence de nutriments, bien à ce moment-là, on a ce qu'on appelle donc de nouvelles radiations de la vie, c'est là qu'on voit apparaître en général de nombreux nouveaux groupes du vivant. Et évidemment, on l'a d'autant plus depuis environ 500 millions d'années, depuis que les exosquelettes, enfin la vie a inventé ou s'est équipée d'exosquelettes qui, eux, sont mieux fossilisés, évidemment, que le matériel, ce qu'on appelle les tissus mous. Peut-être même d'être pluricellulaire qui était là avant, mais exclusivement constitué de tissus mous qui se conservent moins bien. Donc on fait des progrès dans le déchiffrage de la vie avant l'apparition des exosquelettes, mais c'est quelque chose qui s'est développé, je dirais, au cours de la dernière décennie, et du coup avec beaucoup de débats sur la biogénicité des signatures que l'on trouve. Mais c'est clair que le fonctionnement même de la planète et les grandes crises qui ont ponctué cette évolution ont vraiment à chaque fois induit ce qu'on appelle en fait des grandes radiations biologiques. Parfois, on avait même 70% de la biosphère qui disparaissait. Alors, on ne sait pas forcément très bien les quantifier en termes de nombre d'individus. On raisonne plutôt en fait en termes de diversité biologique. Et après, il y a à nouveau de grandes radiations, et c'est progressivement que l'on voit apparaître du coup une plus grande diversité. Peut-être un mot en essayant de ne pas rentrer trop dans les détails, mais l'une comme l'autre, vous insistez sur le fait que vos sciences respectives sont aussi modifiées par de nouvelles manières de traiter en quelque sorte les traces, d'utiliser des ressources qui jusque-là n'étaient pas finalement analysables parce qu'on ne pouvait pas trouver les moyens de les exploiter. Vous évoquez là, Isabelle, des choses qui ont eu lieu dans les 10 dernières années. Quel type de techniques scientifiques a-t-on mis en œuvre pour arriver justement à commencer à cerner des traces de vie qui n'étaient jusque-là pas exploitables ? C'est le développement en fait des nouvelles techniques d'imagerie. Donc on en parle beaucoup dans le cadre de l'imagerie médicale, mais c'est quelque chose qui s'applique également aux sciences de la Terre. Donc ça va être des différentes sortes de tomographie. Ça va être beaucoup d'utilisation en fait d'imagerie grâce à la microscopie électronique, ou alors des analyses chimiques à très très haute résolution, de l'ordre du micromètre, voire même inframicrométrique,
pour par exemple aller rechercher ce que l'on appelle parfois le métallome des êtres vivants, c'est-à-dire que dans nos cellules, toutes nos protéines, enfin beaucoup de nos protéines, incluent aussi des métaux et qui, après fossilisation, parfois peuvent être gardés. Donc on essaye d'avoir une vision de plus en plus claire sur ce contenu-là et de le rechercher en fait dans le registre fossile, dans le registre ancien. Et ces nouvelles technologies, donc en utilisant par exemple le rayonnement synchrotron sur les grandes machines nationales ou européennes, voire internationales, on peut aller porter ces échantillons et faire des mesures chimiques, donc à la fois à très haute résolution spatiale, donc mesurer sur de tout petits échantillons avec un seuil de détection très fin. Cher public, chers auditeurs, je vous laisse réfléchir à votre métallome, donc que vous avez sans doute vous aussi et qui constituera peut-être une trace ultime de votre présence sur Terre. Mais Muriel, l'archéologie du néolithique a aussi, d'ailleurs, toute l'archéologie a été, celle du paléolithique, mais aussi celle des périodes antiques et médiévales, a été profondément modifiée aussi par un certain nombre d'innovations, de techniques scientifiques. Vous avez évoqué tout à l'heure déjà un certain nombre de ces innovations qui permettaient notamment de mieux comprendre les paléo-environnements. Mais je crois que les archéologues aujourd'hui utilisent toute une série de techniques, y compris d'imagerie d'ailleurs, de recherche sur les matériaux par exemple, qui ont complètement bouleversé le travail de l'archéologue. D'abord parce que ça a aussi beaucoup fait évoluer la datation, j'imagine, des phénomènes. À mon sens, il y a deux éléments majeurs, deux révolutions techniques majeures qui ont alimenté les réflexions des archéologues, et notamment ceux des périodes anciennes, qui sont l'apparition de la datation par le radiocarbone, qui a permis de caler des chronologies qui étaient flottantes depuis toujours, et tout d'un coup on a pu savoir exactement où on se situait. Donc, et en fait il y avait des erreurs très importantes qui existaient, on avait tendance à beaucoup rajeunir les vestiges qu'on trouvait. Et l'autre révolution, c'est l'analyse de l'ADN. Alors, pas uniquement l'ADN humain, mais l'ADN des animaux, ce qui a démontré que ces animaux venaient, par exemple, les animaux domestiques venaient du Proche-Orient, mais aussi des bactéries, des virus, etc. Et ça a montré, par exemple, que certains pathogènes étaient beaucoup moins agressifs au néolithique qu'ils le sont aujourd'hui. Ça a montré aussi les maladies qui existaient à cette époque-là. Donc, et après, ça renseigne évidemment sur la population de façon générale. Et c'est vraiment deux révolutions très importantes. Et après, il y a toutes les sciences connexes à l'archéologie, les sciences de l'environnement, la géomorphologie, etc., qui sont des outils indispensables maintenant à l'archéologue. L'archéologue n'est plus quelqu'un qui se contente de fouiller avec une truelle des vestiges. Ces vestiges-là, une fois sortis de terre, font l'objet d'une batterie d'analyses qui vont de l'analyse des résidus, du microscope électronique à balayage, etc., de façon à en tirer le maximum d'informations. Et il est très probable que dans l'avenir, de nouvelles méthodes vont apparaître encore et que ces objets seront de nouveau examinés à partir de ces nouvelles méthodologies. Et en fait, c'est une science qui est en évolution permanente. Je pense que c'est pas différent. Isabelle, oui, je vous en prie. Ouais, peut-être un point intéressant par rapport à ce que vient de dire Muriel. Il y a eu la même chose en fait en sciences de la Terre. Si on avait eu cette discussion peut-être il y a 15 ans, le décalage en fait de l'apparition de la vie ou des premiers moments de l'habitabilité de la Terre par rapport à l'origine de la Terre, c'est quelque chose. On l'aurait aussi avancé beaucoup plus près de nous. On y aurait eu probablement 1 milliard d'années de proposer, ou quelques centaines de millions d'années, alors qu'au fur et à mesure en fait que les méthodes de datation s'affinent, en fait on recule ces âges-là. Oui, d'ailleurs, c'est le cas aussi, Muriel, je crois, pour les datations parfois anciennes, d'ailleurs, de restes humains qui sont encore récemment dans la presse. On voyait qu'un certain nombre d'ossements avaient été réévalués et on a reculé plutôt leur datation. Voilà. Bon, nous, on n'est pas 1 milliard d'années. On a une échelle un peu plus précise. Ça procède des mêmes progrès, en fait, qui nous permettent de mieux fixer. On avait plutôt tendance à fixer tout le temps systématiquement les choses au plus récent. Tout à fait. Et en fait, voilà, donc là, on recule les choses et là, on recule de quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'années, mais c'est tout à fait décisif aussi. Tout à fait. Il y a une découverte qui est très intéressante, qui est la grotte de Bédéiac, où il y avait un aménagement en spéléothème, enfin
stalagmites et en stalactites, avec des traces de feu qui avaient été considérées comme il avait été daté au C14 et il datait du début du C14. Donc on avait considéré que ça avait globalement 40 000 ans. Et en fait, ils l'ont daté par une autre méthode et c'est beaucoup plus vieux. Et donc ça amène à repenser complètement la conception, le psychisme de ces populations très anciennes. Je me rappelle plus exactement la date, c'est pour ça que je la donne pas, parce que c'est du paléolithique. Mais du coup, ça a complètement, cette découverte qui était un peu anecdotique, a fait un article dans Nature, parce que à cette époque-là, avoir ce degré de conceptualisation avec des aménagements peut-être liés à des rites, etc. C'était complètement inattendu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'était contenté de la date qui nous disait que c'était plus vieux que le C14. Mais d'ailleurs, on constate depuis quelques années une très grande complexification en quelque sorte des propositions des archéologues néolithiciens mais aussi paléolithiciens et même aussi d'ailleurs une revisitation de l'histoire traditionnelle des relations entre les Néandertals et Sapiens avec une situation beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait précédemment. Voilà. Ça c'est un apport par exemple de la paléogénétique qui a montré que la plupart des populations humaines ont quelques gènes, un petit pourcentage de néandertaliens. Voilà. Donc ça c'est vrai que ça a été une découverte très intéressante, bien que les archéologues avaient déjà émis cette hypothèse d'une hybridation entre les néandertaliens et les sapiens. Mais c'est vrai que ça a été confirmé par la paléogénétique. Voilà, ça c'est une petite digression sur les méthodes scientifiques parce que je pense que c'est toujours important d'essayer de comprendre comment les savoirs scientifiques se construisent et ils se construisent toujours évidemment à partir des moyens que l'on a pour observer les données que l'on peut collecter. Chère Isabelle, l'habitabilité de la Terre, c'est donc quelque chose qui est lié à une modification des conditions et vous avez insisté sur le fait que la question fondamentale était la question de l'énergie en fait aussi et d'un certain nombre de ressources disponibles et on pourrait dire que c'est un peu la même chose finalement pour le néolithique. Il y a des conditions d'énergie et de ressources qui vont profondément changer. Tout est une recherche d'énergie. C'est-à-dire énergie musculaire, énergie alimentaire et énergie calorifique. Et c'est ça qui motive finalement toutes les transformations néolithiques. Donc l'énergie alimentaire, évidemment, en inventant l'agriculture et l'élevage, ils stabilisent leur énergie alimentaire. La déforestation massive propose une énergie, qui en plus, le fait d'être bien alimenté, etc. Il y a deux choses. Il y a avoir des nouvelles énergies et conserver l'énergie, moins la dépenser. Et typiquement, l'énergie musculaire, c'est ça qui se passe, puisque les populations néolithiques vont inventer l'attraction animale, la roue, et notamment l'arère, etc., qui permettent d'économiser l'énergie humaine et en fait, finalement, de la déporter sur soit des animaux, soit sur des premières machines, on va dire, un peu complexes. Alors admettons que la science de l'habitabilité soit une énergétique, chère Isabelle, j'ai envie quand même de poser la question à la spécialiste de sciences de la Terre que vous êtes. Comment envisagez-vous la problématique d'habitabilité extraterrestre, c'est-à-dire qui ne serait pas l'habitabilité terrestre. Parce que au sein des laboratoires qui s'occupent de ces choses-là à Lyon, réunis dans un laboratoire d'excellence qui s'appelle LIO, je sais qu'il y a des planétologues, par exemple. L'un d'entre eux donnera d'ailleurs un cours public à l'école urbaine de Lyon qui se pose ces questions des habitabilités extraterrestres, de ce que l'on appelle parfois la terraformation d'autres planètes comme Mars ou que sais-je. Et ça n'est pas une question qui est une question purement rhétorique ou spéculative ou une pure question de science-fiction. En fait, ça pose de vrais problèmes scientifiques aux sciences de la Terre que vous représentez ici ce soir, Isabelle. En fait, il y a deux aspects dans cette question-là. Le premier, c'est celui sur lequel dont j'ai parlé, c'est la question en fait de la vie sur Terre, au-delà en fait de la vie humaine et de l'évolution de l'humanité.
L'objectif étant de rechercher sur d'autres planètes, et Mars en particulier, des conditions qui peuvent être similaires à celles de la Terre en subsurface, où on pourrait avoir éventuellement des conditions qui ont persisté ou pas d'ailleurs. Hein, c'est des recherches qui sont en cours. C'est l'objectif de missions spatiales comme la mission Mars 2020, qui à l'heure actuelle est allée cibler des endroits où on pense qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars dans le passé, faire des carottages et puis conserver ces petits échantillons pour une prochaine mission qui ira rechercher ces échantillons et peut-être les ramener sur Terre. Donc tout ça, c'est lié effectivement à la question de l'énergie disponible. Là, dans ce cas-là, c'est beaucoup, on parle beaucoup, c'est plutôt de l'énergie chimique. Et puis les nutriments, trouver des sources de carbone pour ce qui nous concerne, hein, essentiellement. Les carbohydrates, hein, c'est la même chose que pour les hommes. En termes de nourriture. Donc les deux sont un petit peu différents, hein, la question de l'énergie et la question du nutriment. C'est deux choses qui sont un petit peu distinctes. Et plus il y a d'énergie, plus il y a de nutriments, plus la vie est abondante, moins il y en a et moins la vie est abondante quelles que soient les conditions à la surface de la Terre, voire même à l'intérieur de la Terre. Après, l'autre question, c'est il y a un deuxième volet, hein, qui est un questionnement plus anthropocentrique, si je puis dire, qui est comment est-ce qu'on pourrait envisager l'installation d'une colonie humaine sur une autre planète. Donc c'est une question qui a beaucoup été posée par la science-fiction et qui est souvent en avance par rapport à ce qu'on sait. À l'heure actuelle, donc il y a eu des études assez poussées qui ont été réalisées par la NASA. Et la cible, est évidemment, la première cible à laquelle on pense, c'est la planète Mars. Alors ça pose quand même plusieurs problèmes et la réponse rapide est non, en fait. Mais de façon un petit peu plus détaillée, il y a plusieurs aspects à cela. D'une part, en fait, l'atmosphère de Mars est extrêmement ténue. Donc, elle ne permet pas d'obtenir une concentration en gaz qui permettrait en fait un développement facile. Pour l'augmenter, en fait, il y a eu des questions de faire fondre ou d'envoyer des gaz à effet de serre à la surface de Mars pour peut-être faire fondre les calottes polaires de glace de Mars, qui sont essentiellement composées, alors non pas d'eau, hein, mais de dioxyde de carbone avec un petit peu d'eau, donc de façon à avoir une atmosphère peut-être plus chaude. Mais pour le moment, on n'a pas trouvé de solution de ce type-là. Et puis, on en avait discuté en fait lors de notre entretien. Donc, il y a eu pas mal de films aussi, hein, de science-fiction présentant quelques personnages, en l'occurrence dans le cas des films, vivant dans une bulle à la surface de Mars. Je disais à Michel quand on a échangé que quand j'étais doctorante, j'ai passé quelques années aux États-Unis, en Arizona en particulier, et j'étais allée voir cette expérience donc qui s'appelait Biosphère. Donc à l'époque c'était 1, puis il y a eu Biosphère 2. Et au niveau technologique, tout ça était absolument spectaculaire. C'était beau, toute la technologie qui était déployée était absolument fascinante pour avoir ce groupe d'une dizaine de personnes vivant en autonomie complètement à cet endroit-là. Et finalement, ce qui a été même sur Terre, hein, ce qui a été la limitation à cette expérience-là, ça a été non pas la technologie, mais ça a été en fait les difficultés de relations interpersonnelles et le fait que nous sommes des êtres profondément sociaux. Et ils n'ont pas réussi à s'en sortir et l'expérience a été arrêtée. Est-ce que les archéologues s'intéressent aux réflexions menées par tous ceux qui fantasment, pour des raisons plus ou moins d'ailleurs nobles, à l'habitabilité extraterrestre, ou est-ce que vous considérez que ce sont des choses qui n'intéressent pas la communauté des archéologues ? Les archéologues ont tendance à regarder des milliers d'années en arrière, alors que ces études-là, c'est plutôt regarder des milliers d'années dans le futur. Mais c'est quand même se projeter dans quelque chose qui est tellement étranger, tellement lointain dans les deux sens finalement, que les archéologues sont assez friands de toutes ces... beaucoup d'archéologues sont friands de toutes ces questions. Après, l'étude des périodes anciennes peut aussi permettre d'éclairer
ce que peut être la transformation d'un milieu, le déplacement de population, le transfert de savoir, etc. Donc ça peut être des choses qui peuvent servir quelque part de clé de compréhension. Bien qu'on soit dans des difficultés sans commune mesure quand il s'agit de changer d'atmosphère ou de changer de gravité, etc., puisque toutes les migrations passées se sont quand même passées sur la planète Terre, qui est quand même le lieu de notre naissance et de notre existence et auquel nous sommes adaptés. Donc voilà. Après, ce que montre l'archéologie, c'est que la nature et l'être humain ont toujours été en coévolution, et que l'homme n'a pas fini d'évoluer et de coévoluer avec son environnement. Donc, si l'environnement permet une petite coévolution, il n'est pas exclu un jour que l'homme puisse, pourquoi pas, vivre dans des milieux qui nous paraissent aujourd'hui complètement inadaptés. Alors pour tous ceux que ces questions passionnent ou intriguent, je rappelle que demain, à cette même heure, nous avons un débat en 2 temps qui posera la question de la conquête spatiale, hein, de l'espace circumplanétaire et extraterrestre, d'abord avec un auteur de science-fiction, Ken Robinson, qui a écrit des livres célèbres sur la manière dont on pouvait vivre sur Mars. Et puis ensuite, nous aurons un dialogue avec deux collègues, dont une collègue australienne qui avait déjà été invitée l'an dernier, Alice Gorman, qui est archéologue de l'espace, de la conquête spatiale, et qui vous parlera de la manière dont notamment un certain nombre de spécialistes en sont venus à créer la déclaration de la Lune, hein, pour préserver les droits de la Lune à rester un satellite et à ne pas devenir une mine à ciel ouvert. Donc pour critiquer les ambitions de certaines puissances de venir exploiter la Lune comme une mine à ciel ouvert. Parce que finalement, trouver une autre planète habitable, ça pose aussi la question du pourquoi faire et pour qui le faire surtout, n'est-ce pas ? Bah oui, on cherche, c'est un peu le motto de la NASA, hein, et puis toutes celles et ceux qui cherchent des mondes habitables, on dit cherchez l'eau, follow the water. Mais après, une fois qu'on a fait ça, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Est-ce que et ça rejoint en fait ce que nous disait Alondra Neston, c'est est-ce que c'est pour quelques privilégiés? Est-ce que ce sera une ressource à partager? Est-ce que ce sera une ressource à préserver? J'ai pas les réponses à ces questions-là. Peut-être faudrait-il d'abord essayer d'habiter différemment cette planète-ci avant de songer à aller reproduire l'habitation prédatrice sur d'autres planètes. Après, ce que montre l'archéologie, c'est que en général, les conquêtes sont motivés par des privilégiés, mais que les migrants sont souvent les plus pauvres. C'est-à-dire que quand on a découvert l'Amérique, effectivement, Christophe Colomb était un privilégié, mais les gens qui ont quand même habité l'Amérique, les premiers, étaient des gens qui cherchaient une meilleure qualité de vie. Donc en réalité, la motivation, c'est toujours la même, c'est celle d'une meilleure qualité de vie. Et ce qui, je pense, peut motiver le fait de chercher d'aller habiter une autre planète, c'est aussi, quelque part, ce sera des gens qui n'auront pas trouvé une qualité de vie suffisante sur Terre. Ah, voilà une hypothèse intéressante. En tout cas, vous rappelez, Muriel, quelque chose de très important, c'est que à l'époque néolithique, ce que les néolithiciens nous ont bien montré, c'est que l'expansion de l'habitabilité dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est une expansion qui procède des migrations, hein, des déplacements de population qui se trouvent confrontés à une sorte de stress de l'habitabilité de leur zone initiale. Exactement. Et donc, c'est toujours bon à rappeler que finalement, l'humanité s'est constituée par migration. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin, je crois que vous comprendrez aisément. Nous avons le temps pour prendre quelques questions dans le public, si vous en avez l'envie et si un micro circule. Allô, la régie, j'appelle la technique. Y a-t-il une question ? Alors, pendant que quelqu'un essaye de trouver un micro, il y a une question ici, mais il faudrait vraiment que j'ai un micro qui fonctionne. Axel, peut-être un autre élément de commentaire par rapport à ce que vous avez voulu faire et de ce que vous avez entendu avant que la question ne vienne. Ah, là, on a perdu votre écran, ce qui va être difficile. Oui, mais on se souvient de ce que vous vouliez faire.
Non, mais peut-être rebondir sur la dernière question qui justement va presque au contraire de la matrice cartographique, parce que comment on sort de cet espace quand on essaye de montrer le fait qu'on est un peu confiné sur ce sol, et est-ce que comment on évite le danger de répéter cette matrice sur une autre planète. Donc c'était un peu l'idée de superposition. Et enfin, quelque chose qui est vraiment ressorti, je trouve, de cette conversation, c'est que dans ce sol, il est enfoui beaucoup de choses, de la mémoire, des vivants, de la data, et qu'il faut aussi monitorer cela, et que c'est par le fait de rendre intelligible cette data qu'on peut un peu peupler cet espace qui est un espace inconnu, qui est le sol, puisqu'on le représente très rarement, ou en tout cas difficilement, puisqu'on n'a pas accès visuellement à ce sol. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on peut remettre la cartographie à la vue de tout le monde. Je vous prie de nous excuser. Comme on a installé ce matin et qu'on n'avait pas eu le temps de répéter, on a encore quelques calages techniques à faire. Et pendant ce temps-là, monsieur, je prends votre question. Je crois que vous avez un micro, en revanche. Allez-y. Ah. Allez-y, parlez. J'ai appuyé sur un bouton. Très bien. Parfait. Je me posais la question, la conférence s'appelle « Qu'est-ce qu'une Terre habitable ?» le fait d'avoir ces deux perspectives temporelles très très éloignées, et ces deux visions donnent, j'ai l'impression, et c'est la question que j'avais à me poser, est-ce qu'elles ne donnent pas quelque part deux visions différentes de l'habitabilité, c'est-à-dire une habitabilité qui, à l'échelle géologique, est une habitabilité qui n'a aucune direction. Elle permet la vie, en général, le vivant, et elle le maintient. Alors que, à l'échelle archéologique, on aurait des conditions d'habitabilité qui sont dirigées. Elles sont dirigées vers la vie humaine et parfois souvent au détriment d'autres formes de vie. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette question de qu'est-ce qu'une terre habitable une question de distinguer des formes d'habitabilité? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette distinction, si elle était pertinente? Très bonne question. En fait, c'est la question d'ailleurs qui nous est venue quand on a composé cette soirée, c'est de se dire finalement, parle-t-on exactement de la même habitabilité? Une habitabilité qui serait celle des temps longs de la géologie, qui serait finalement une habitabilité non finalisée, guidée par simplement le principe de viabilité de la vie, comme dirait l'autre, et une habitabilité telle que documentée par l'archéologie et aujourd'hui par toutes les sciences du contemporain, qui montrerait finalement une habitabilité plutôt guidée, tournée, voire soumise à des arbitrages qui sont des arbitrages toujours en faveur du bénéfice maximum des communautés humaines. Clairement, pour Muriel puis Isabelle, oui. L'habitabilité, telle qu'on l'a discutée là du point de vue néolithique, est forcément anthropocentrée, puisque on n'est pas sur le domaine du vivant. Si l'humanité demain disparaît, la planète restera habitable pour d'autres formes de vie. Donc effectivement, c'était ces deux points de vue et ces deux notions d'habitabilité qu'on a confrontées ce soir avec Isabelle. Oui, je pense que pour compléter ce que Muriel vient de dire, donc dans le développement anthropocentré, on essaye de façonner un peu l'environnement, de puiser un maximum de ressources puisqu'on en a besoin. En revanche, la vie, elle va plutôt aller dans le sens où elle va s'adapter en fait à la parcimonie à laquelle elle fait face. Si elle a beaucoup d'énergie, si l'énergie est pléthorique, si la nourriture est pléthorique, il y aura beaucoup de vie, elle sera assez dense. S'il y a peu de nourriture et très peu d'énergie, les cellules vont se diviser très peu et la vie va entrer en dormance. Donc, dans ce cadre-là, de façon beaucoup plus générale, la vie a plutôt tendance à s'adapter au contexte énergétique et qui lui est proposé. Donc, c'est effectivement deux perspectives qui sont radicalement différentes. Muriel, oui, non? Oui, non, mais c'est totalement ça.
En revanche, ce qui est certain pour continuer la réflexion, il faudrait beaucoup de temps pour continuer la réflexion qui serait issue de cette question qui vient d'être posée, c'est que, vous savez, un historien qui s'appelle Dikresh Chakrabarty, qui a beaucoup travaillé sur l'Anthropocène, avait fait grand bruit en disant finalement la planète est indifférente à l'être humain. C'est-à-dire, en gros, les systèmes biophysiques planétaires sont indifférents à l'humain. Il n'y a pas de conscience planétaire qui vise à faire en sorte que les humains soient bien. Donc cette indifférence, elle est toujours utile à rappeler, et souvent avec les sciences de la Terre, ça permet de relativiser un peu notre point de vue anthropocentré. Mais j'ai envie d'ajouter que la période anthropocène nous montre que la réciproque ne peut plus être vraie. C'est-à-dire que si la planète est indifférente à l'humain, c'est-à-dire que la planète pourra toujours exister si nous disparaissons du jour au lendemain. Ce soir, nous disparaissons, la planète continuera. Et elle montrera donc son indifférence à l'humain. Mais la réciproque ne peut plus être vraie. Peut-être que la période actuelle est marquée par le fait que nous sommes obligés, pour essayer de comprendre la manière dont nous habitons la Terre aujourd'hui, de réfléchir à la planète, y compris en y intégrant les temps longs de l'habitabilité planétaire qui nous renvoient à des phénomènes très différents de ceux que nous avons l'habitude de connaître. Et je trouve que ça, c'est un point très intéressant de la science anthropocène ou de la science tournée vers la compréhension du changement global, c'est que ça nous donne l'impératif, en quelque sorte, d'être attentif, y compris à des pas d'espace et de temps très différents des nôtres, pour essayer de comprendre là où nous en sommes et là où nous pourrions aller. D'ailleurs, l'homme se menace lui-même. La planète est assez indifférente. On est un épiphénomène pour voilà, l'humanité est un épiphénomène à l'échelle de l'histoire de la Terre. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que nos modes de vie menacent l'existence même de l'humanité et non pas celle de la planète. Isabelle, oui. Oui, en fait, je pense qu'il y a une erreur sémantique qui est assez importante et qui est commise très très souvent. On entend il faut absolument prendre soin de la planète. Il ne faut pas s'inquiéter pour la planète. En revanche, oui, il faut vraiment prendre soin de notre environnement. On l'a suffisamment impacté maintenant au-delà d'un seuil, en fait, peut-être un point de bascule dont on n'est pas sûr, en fait, qu'on puisse revenir. Mais c'est vraiment une question de notre environnement par rapport à nos modes de vie, par rapport à la façon dont l'humanité s'est développée. Mais c'est pas tellement la question de la planète elle-même. Il y aura toujours des grandes crises sur la planète et la vie, sauf facteurs extérieurs autres, et le plus certain d'entre eux est la question, en fait, de l'évolution du Soleil. Tout va bien se passer. Il y aura des grandes crises et la vie s'en relèvera. Eh bien, écoutez, nous allons même réussir à restaurer l'habitabilité de la cartographie, puisqu'on a pu relancer le système qui nous permet de voir les dernières planches proposées par Axel. Merci beaucoup à la technique d'avoir réglé cette question avant la fin de notre conversation, mais je vous propose peut-être que nous nous quittions sur cela. Nous avons légèrement débordé le temps imparti. Je voulais vraiment remercier Axel, Grégoire, à la cartographie, Muriel Gandelin, donc archéologue, et Isabelle Daniel, géologue, d'avoir réfléchi avec nous ce soir à cette problématique de l'habitabilité. N'hésitez pas, en sortant de cette séance, à aller visiter le rayon librairie de notre partenaire Archipel Librairie, où vous retrouverez toute une série de références qui vous permettront d'approfondir les thèmes que nous aborderons cette semaine, mais aussi les dernières publications de l'École urbaine, dont le très beau magazine A2022, dans lequel vous retrouverez toute une série de témoignages sur nos activités à l'École urbaine. Et puis je vous dis à demain pour ceux qui voudront bien nous suivre, puisque l'école de l'Anthropocène continue. Demain, nous reparlerons d'espace. Toute la semaine, la radio fonctionne. Les débats seront nombreux. N'oubliez pas un formidable quiz Anthropocène qui aura lieu jeudi soir. Oui, un quiz animé par Thibaut Sardier de Libération, avec des questions à faire pâlir d'envie tous les Pictionary du monde. Et puis vendredi, une performance où on viendra avec
des musiciens sur scène, réfléchir à la notion d'urgence, et puis toute une série d'autres activités. N'hésitez pas à découvrir le programme, à nous suivre en public. Nous sommes contents de vous voir. Et en ligne, nous sommes également contents de vous compter parmi nous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Thank you.